Amnesty International s'inquiète des violences sexuelles au Soudan du Sud, des crimes subis par des milliers de femmes, de filles, mais aussi des hommes depuis le début des hostilités en 2013. Aux États-Unis, 9 migrants clandestins ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessés ce dimanche. C'est dans une remorque de camions surchauffés garés sur le parking de San Antonio, dans l'État du Texas. Enfin, en sport, le vainqueur du Tour de France 2017 est connu au succès du Britannique Christopher Froome. C'est déjà sa 4e victoire depuis 2013 dans le Tour de France. Le rassemblement de l'opposition a fait cette annonce à Kinshasa en clôture d'un conclave vendredi et samedi. Il prévoit d'abord 2 journées ville morte dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en guise d'avertissement, a annoncé le rapporteur du conclave dans une déclaration publique. L'opposition prévoit en outre des rassemblements pour le 20 août dans les chefs-lieux des 25 provinces et 4 de manière simultanée dans la capitale, Kinshasa. À défaut d'avoir convoqué le corps électoral le 30 septembre, Joseph Kabila ne sera plus reconnu président de la République à partir du 1er octobre, a lancé le rapporteur qui s'exprimait du siège du parti historique d'opposition UDPS de la famille Tshisekedi dans le quartier de Limete. Pour l'opposition, en cas de non-respect de cette date butoir, les quelques 70 millions de Congolais seront invités à ne plus payer leurs taxes et redevances dues à l'État ni leurs factures d'électricité et d'eau aux 2 sociétés d'État qui en ont le monopole. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mort le 1er février à Bruxelles, Félix Tshisekedi a appelé en lingala, l'une des 4 langues nationales, policiers et militaires à ne plus respecter des ordres mal donnés, notamment pour tuer des Congolais. Félix Tshisekedi a par ailleurs accusé le président Kabila de prendre en otage le corps de son père, qui n'a toujours pas été rapatrié, faute d'accord entre la famille et les autorités sur l'organisation des obsèques. Le pouvoir doit organiser des élections d'ici la fin de cette année, conformément à un accord conclu le 31 décembre sous l'égide de l'Église catholique. Je n'ai rien promis du tout, je souhaite organiser des élections aussi vite que possible, a de son côté déclaré Joseph Kabila à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel en juin dernier. L'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, dans un nouveau rapport rendu public ce lundi, décrit l'état de détresse vécu par les victimes des violences sexuelles au Soudan du Sud. Le caractère ethnique et politique des actes est dénoncé et un appel est lancé pour qu'il soit mis fin à ces agressions qui se déroulent en toute impunité. Intitulé « Do not remain silent », le document est très accablant pour les camps qui s'affrontent au Soudan du Sud. Les chercheurs d'Amnesty International, auteurs du dit rapport, se sont entretenus pendant des mois avec quelques 170 victimes de ces violences, dont une vingtaine d'hommes. Femmes comme hommes, certains ont été violés, d'autres castrés, et dans un cas particulièrement sordide que décrit ce rapport, des soldats gouvernementaux auraient inséré de l'herbe dans le rectum d'un jeune homme. Puis, ils y ont mis du feu et l'ont regardé brûler vif. À en croire les enquêteurs, nombre de ces victimes ont été ciblées en raison de leur appartenance ethnique, souvent confondue à une allégeance politique. Amnesty International, qui parle de crimes sexuels prémédités commis à grande échelle, dénonce l'impunité dont jouissent leurs auteurs jusqu'à ce jour. Dans le financement de la lutte contre le VIH-Sida, les États-Unis ont un apport essentiel. Ceci dit, il est important que leur contribution y soit maintenue. C'est en tout cas le besoin exprimé des participants à la conférence internationale de recherche qui se tient à Paris. Dans le cas contraire, cela se traduirait par des morts et de nouvelles contaminations. Des donneurs importants demandent ou considèrent qu'il faut réduire substantiellement les financements dans la recherche scientifique et dans les programmes. À l'heure où nous parlons, le plus grand et le plus important donneur dans la riposte au VIH a menacé de faire des coupes budgétaires dévastatrices dans la recherche et les programmes de traitement.
Ces attaques contre le financement, les principes et les programmes ont déjà commencé à éroder les progrès que nous avons réalisés après tant de travail. Si nous ne contribuons pas activement à la riposte au VIH, nous régressons. Régresser, cela se traduirait par des patients malades, des vies perdues, une transmission continue et des enfants infectés. Un monde dans lequel nous ne voulons pas retourner. Nous sommes en train de briser la colonne vertébrale de cette épidémie. Et nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. C'est un moment de victoire, pas de défaite. Si nous n'avons pas les fonds nécessaires, je pense que les plus vulnérables vont souffrir. Les États-Unis sont historiquement le plus gros contributeur à la lutte contre le sida et de loin, ils représentent à eux seuls plus des 2/3 des financements gouvernementaux internationaux. Si elles sont adoptées par le Congrès, ces coupes priveront 830 000 patients d'antirétroviraux, traitements qui empêchent le développement du virus. Elles entraîneront en outre 200 000 nouvelles infections. Au cri de non à la censure, non à la dictature ou encore à bas l'État policier, les manifestants ont marqué leur opposition aux dernières mesures législatives visant à renforcer le contrôle d'Internet par les autorités. La police a estimé le nombre de manifestants à 800. Selon un journaliste de l'agence France Presse sur place, ils étaient entre 1000 et 1500 à avoir répondu à l'appel du parti Parnas, dirigé par l'ancien Premier ministre Mikhail Kasyanov et qui a organisé cette manifestation. Le net russe, très utilisé par l'opposition, connaît ces dernières années un tour de vis des autorités et la tendance se renforce actuellement sur fond de lutte antiterroriste. Vendredi, le Parlement russe a ainsi approuvé une loi interdisant l'utilisation en Russie des anonymiseurs, services web qui permettent d'accéder de manière anonyme à des sites bloqués dans le pays. Il a également voté une loi obligeant les utilisateurs à s'identifier par un numéro de téléphone pour utiliser les messageries sur Internet. Fin juin, l'autorité de surveillance des médias avait aussi menacé de bloquer Telegram, une messagerie très populaire en Russie pour son niveau élevé de cryptage. Et depuis le 1er janvier, les entreprises web russes et étrangères sont forcées de stocker les données de leurs utilisateurs en Russie et de les transmettre aux autorités si elles en font la demande. Huit personnes sont mortes dans une flambée de violence engendrée par les nouvelles mesures de sécurité sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. En effet, les tensions ont commencé après l'installation il y a une semaine par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à la suite d'une attaque contre des policiers israéliens le 14 juillet dernier. Et pour cause, les Palestiniens craignent qu'Israël ne cherche à remettre en cause le statu quo en vigueur depuis plusieurs décennies sur ce site ultra sensible. Depuis l'installation des portiques de sécurité, les Palestiniens ont boycotté le site, priant en dehors et les violences entre manifestants et forces israéliennes ont été quotidiennes. À la suite de ces tensions, les autorités israéliennes étaient sous pression ce dimanche. Des responsables israéliens se disent même ouverts à une modification du dispositif mis en place aux entrées du 3e lieu saint de l'islam dans la vieille ville à l'origine des violences. Les entrées de l'esplanade sont contrôlées par Israël qui l'appelle Mont du Temple, mais elle est gérée par la Jordanie. Les musulmans peuvent y aller à toute heure. Les Juifs, quant à eux, ne peuvent y pénétrer qu'à certaines heures et n'ont pas le droit d'y prier. Les autorités israéliennes assurent qu'elles n'ont pas l'intention de modifier ces règles tacites. À 2 jours de l'élection des 545 membres de l'Assemblée censée réécrire la Constitution, la tension ne faiblit pas au Venezuela. L'opposition a appelé dimanche au boycott de l'élection de l'Assemblée constituante et réitéré son appel à une grève de 48 heures mercredi et jeudi et à un grand défilé à Caracas vendredi. L'opposition considère que les modalités prévues pour l'élection des membres de l'Assemblée ne sont pas équitables et favorisent le camp chaviste. Et quelques 70% des Vénézuéliens sont opposés au projet d'Assemblée constituante selon l'Institut de sondage Data Analysis.
L'opposition a lancé vendredi une autre initiative contre le pouvoir en élisant une Cour suprême parallèle. Mais rien n'émousse l'ardeur de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien a annoncé dimanche une sévère répression contre les membres de la Cour suprême parallèle créée par l'opposition. Le chef de l'État a promis les envoyer en prison et de placer leurs biens sous séquestre. Il a réaffirmé sa détermination, sommant l'opposition de respecter le droit du peuple à voter librement et sans violence. L'autorité a une nouvelle fois accusé les États-Unis d'être derrière la crise vénézuélienne. Depuis le début de la vague de manifestations, 103 personnes ont été tuées et des milliers blessées, ainsi que des centaines d'arrestations. San Antonio est à 2 heures de route de la frontière avec le Mexique et le temps était particulièrement chaud et sec ces derniers jours dans la région. 9 migrants clandestins ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessés dimanche dans une remorque de camions surchauffés garée sur un parking de San Antonio dans l'état de Texas. Les blessés, dont 17 grièvement, ont été hospitalisés, certains dans un état extrêmement critique, souffrant de coups de chaleur et de déshydratation, ont précisé le chef de la police locale, William McManus, et les pompiers. Le département américain de la sécurité intérieure et les agents de l'immigration participent à l'enquête avec les autorités locales. Des dizaines de milliers de personnes en provenance du Mexique et d'Amérique centrale tentent chaque année d'entrer clandestinement aux États-Unis. En 2003, 19 migrants avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances dans un camion surchauffé, tandis qu'ils étaient transportés du sud du Texas, près de la frontière, vers la ville de Houston. Le président Donald Trump s'est engagé à construire un mur le long de la frontière avec le Mexique afin de stopper l'immigration clandestine. Ce projet controversé est jusqu'à présent bloqué en raison des réticences du Congrès à autoriser le financement d'un ouvrage qui pourrait coûter jusqu'à 20 milliards de dollars selon certaines évaluations. J'ai eu quelques moments, des problèmes techniques à des moments cruciaux de la course. J'ai eu un mauvais jour dans les Pyrénées aussi où je n'avais plus du tout de jambes et tous les coureurs partaient devant moi, donc ça n'a vraiment pas été amusant pour moi. Après le sprint gagné par le néerlandais Dylan Groenewegen au terme de la 21e étape, Froome et ses deux suivants, le Colombien Rigoberto Urán et le Français Romain Bardet, ont pris place sur le podium de cette 104e édition indécise jusqu'à la veille de l'arrivée. C'est le tour le plus serré, a reconnu l'Anglais qu'il avait annoncé avant le départ de Düsseldorf le 1er juillet. Au bout des 3540 km, l'écart le séparant du deuxième, 54 secondes sur Urán, est le plus faible de ces 10 dernières années. La tendance enregistrée l'an passé s'est confirmée. Froome, maintenant âgé de 32 ans, a perdu sa supériorité en montagne. Mais son équipe Sky reste et de loin la plus puissante du peloton et son registre personnel s'est considérablement élargi. Je ne pense vraiment pas que l'équipe a la reconnaissance qu'elle mérite en cyclisme, surtout vu que c'est juste le gagnant qui se tient sur le podium. Je pense que c'est pour ça que ce soir, c'était vraiment spécial. Le fait que nous avons aussi remporté le classement par équipe. C'est juste super de pouvoir monter là-haut avec toute l'équipe et montrer que c'était vraiment un travail d'équipe. Great to be able to go up there with the whole team and show that this is a team effort. Le talent est là et il continue à l'avoir puisque finalement, même s'il n'y a pas eu de gros écarts, et finalement il a gardé le maillot pendant les 3 quarts du Tour de France. Et puis l'équipe, c'est clair que l'équipe a été fantastique. On savait que par rapport à ce genre de parcours, il fallait des moteurs autour. Et franchement, ils ont été très forts physiquement, mais plus que tout, je pense que la stratégie, la tactique, ils ont été top, quoi. L'opposition est venue seulement de 3 coureurs. Urán a maintenu la présence colombienne sur le podium, mais sans jamais passer à l'attaque. Romain Bardet a longtemps porté les espérances françaises avant de céder brutalement à la veille de l'arrivée.